Bonjour et bienvenue à la session communautaire sur le dividende démographique. Je m'appelle Elizabeth Leahy-Madsen avec PRB. Au nom de mon coprésident, Dr. Alan Comey, Christophe, je vous invite de nous joindre pour cette session. Cette session d'aujourd'hui a été conçue pour évaluer et répondre aux chocs réverbérants dans tous les secteurs causés par la pandémie COVID-19 en ce qui concerne le dividende démographique. En bouleversant la prestation de services de santé et d'éducation et en menaçant les moyens de subsistance économique, cette pandémie a non seulement créé une série de crises à court terme, mais a également eu des implications dramatiques pour les pays qui progressent vers les objectifs de développement long terme, y compris le dividende démographique. Cette session explorera les implications de la pandémie à travers 4 piliers du dividende démographique: la planification familiale, l'éducation, la main-d'œuvre et l'autonomisation économique des femmes, dont chacun est impératif pour renforcer le capital humain. En plus de documenter ce que nous savons jusqu'à présent sur les conséquences négatives de cette crise, nous discuterons également des innovations que les pays et leurs partenaires développent pour atténuer et surmonter ces défis et promouvoir un développement du capital humain plus résilient à l'avenir. Nous avons aujourd'hui un panel de conférenciers très distingués, dont beaucoup partagent avec très gentiment les résultats nouveaux et émergents d'études et de recherches révolutionnaires qui sont toujours en cours. Le panel débutera par les remarques liminaires du Dr. Vraska Sidar, conseiller aux divisions de la santé maternelle de planification familiale du ministère de la Santé et du Bien-être familial pour le gouvernement indien. Nous sommes ravis d'avoir le docteur avec nous pour partager l'expérience d'Inde avec les effets sur le capital humain de COVID-19 et ses implications. Notre discussion sur les 4 piliers du dividende démographique débutera avec Dr. Aurélie Berny, scientifique principale dans la division de recherche en santé de FHIS 300 et qui est la principale responsable de la recherche pour la recherche des solutions évolutives et le projet scientifique de mise en œuvre sur la planification familiale financé par l'USAID. Elle va présenter ses résultats d'une étude. Et notre prochain intervenant est Madame Carolina Cardona. Elle est candidate au doctorat au département de la population, de la famille et de la santé reproductive de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Sa présentation partagera les résultats d'une étude en cours sur la façon dont l'autonomisation économique des femmes a changé pendant l'épidémie du COVID-19. Nous entendrons ensuite le Dr. Prachi Srivastava. Elle est professeure associée titulaire spécialisée en éducation et développement international à l'Université Western au Canada. Elle est également membre du conseil consultatif d'experts de la Banque mondiale sur l'engagement des citoyens et elle travaille sur l'urgence éducative mondiale causée par la pandémie depuis près d'1 an et elle partagera preuve dans tous ses contours des effets à long terme sur le secteur de l'éducation. Donc, le 4e pilier du dividende démographique, c'est abordé par le Dr. Tati Germani, professeur d'économie à l'Université de Thiès et coordinateur de centre de recherche et finances économiques appliquées. Il partagera les résultats qui mesurent les impacts de COVID-19 sur la main-d'œuvre en Afrique de l'Ouest et il va discuter de la manière dont ces résultats informent le gouvernement des plans du Sénégal pour se remettre de cette crise. Donc, il va présenter en français et une interprétation simultanée anglais-français est disponible tout au long de cette session. Pour conclure notre panel, le Dr. Bernard Nyong'o donnera ses remarques de clôture sur l'impact de la pandémie, sur les piliers du dividende démographique. Il est chercheur principal et analyste de politique à l'Institut africain des politiques de développement et il dirige un domaine thématique sur la population et le développement durable. Les coprésidents de la session espèrent que vous trouverez ces présentations aussi intéressantes et engageantes que nous et nous vous encourageons à participer à la partie discussion à la fin de cette session. En raison de la taille du groupe, nous allons utiliser des questions et des commentaires soumis à l'avance via la fonction des questions-réponses du Zoom. À tout moment, pendant ces présentations, n'hésitez pas à soumettre vos questions à l'un des panélistes et les modérateurs la placera dans la file d'attente. Merci beaucoup Lise pour cette introduction. Dignitaires respectés, collègues du monde entier, une très bonne matinée ou une très bonne soirée à vous, selon l'endroit d'où vous vous connectez. C'est en effet un grand privilège, un grand plaisir d'avoir été invité à prononcer le discours d'ouverture de cette session sur le dividende démographique et de faire partie de ce forum approprié Not Without Family Planning.
Avant de plonger dans le sujet, permettez-moi de passer quelques minutes sur la lutte contre la pandémie par l'Inde et sur la façon dont nous avons exploité nos ressources pour lancer une attaque frontale contre elle. Étant le pays avec le deuxième plus grand nombre de cas, dépassant 10 millions, la réponse de l'Inde a été rapide et décisive, avec une approche pan-gouvernementale impliquant tous les ministères du gouvernement, non seulement en termes d'unité de pensée, mais en termes d'ampleur de nos actions. Elle a été saluée à l'échelle mondiale, non seulement par l'OMS et la Banque mondiale, mais également par d'autres pays européens. C'est l'une des meilleures réponses en une période de pandémie, et les résultats sont visibles pour tous. Sur 184 millions de tests réalisés ce jour, nous avons un taux de positivité de 2%. Les cas par million sont environ 7 000. Le taux de guérison est supérieur à 96 000 et surtout les taux de mortalité sont tombés à 1,4%. Nos chiffres quotidiens sont tombés à 15 000 contre un sommet de 100 000 le mois dernier. Et ça, c'est remarquable compte tenu de notre énorme population de plus de 1,3 milliard d'habitants. Ce sont quelques-uns des meilleurs chiffres au monde. C'est un hommage à notre système de santé publique. Nous préparons maintenant une éventuelle résurgence en lançant la plus grande campagne de vaccination au monde, qui cible 300 millions de personnes dans la première phase. Donc, ça a été facilité par la puissance de la fabrication de vaccins en Inde. Nous avons déjà commencé la production de masse de vaccins au niveau local qui ont déjà été approuvés. Nous avons également 4 autres vaccins candidats potentiels à différentes étapes des essais cliniques et qui attendent d'être terminés au milieu ou à la fin de cette année. Dans une déclaration faite aux Nations Unies, notre honorable Premier ministre Modi a déclaré « En tant que plus grand pays producteur de vaccins au monde, je veux donner une assurance à la communauté mondiale. Aujourd'hui, la capacité de production et de distribution de vaccins de l'Inde sera utilisée pour aider toute l'humanité. » Donc, un éventail de pays ont été alignés, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, pour une livraison prioritaire. Le dividende démographique dans le contexte du Covid est particulièrement pertinent pour l'Inde. Donc, nous avons un taux de fécondité supérieur à celui de la Chine et nous sommes en passe de récolter les bénéfices du dividende démographique le plus élevé. Covid nous a touchés de différentes manières et la pandémie a des leçons importantes pour l'humanité dans tous les domaines, y compris la santé. Covid n'est pas le premier, ne sera certainement pas le dernier à frapper sauvagement la race humaine. N'importe quelle pandémie est un test pour la compétence et la résilience, la gouvernance et des systèmes d'un pays et surtout de sa population. Cette crise sans précédent nous offre aussi l'occasion de revoir la façon dont nous concevons, réglementons et construisons des stratégies pour le présent comme pour l'avenir. Avec la 5e population de la population mondiale, nous ajoutons chaque année plus de 12 millions de personnes à la population en âge de travailler. Notre pays est bien conscient qu'il est impératif d'employer de manière significative sa main-d'œuvre et de conduire les politiques pour assurer l'accès à la santé et d'investir dans l'éducation et les infrastructures. Donc, la population indienne devrait continuer de croître en raison de la dynamique démographique. La population des jeunes de 15 à 24 ans diminuera, passant de 230 millions en 2011 à 227 millions en 2036. Cependant, la proportion de la population en âge de travailler, c'est-à-dire âgée de 15 à 59 ans, devrait augmenter de 71% en 2011 à 65% en 2036. Donc pour l'Inde, la fenêtre d'opportunité de ce dividende démographique est déjà ouverte et disponible pour les 4 prochaines décennies. C'est plus long que pour tout autre pays du monde. L'éducation joue un rôle important dans l'assimilation du capital humain.
Ceci s'est traduit par des pertes pour de nombreux pays. Le Premier ministre a réitéré son objectif de faire de l'Inde une économie de 5 000 milliards de dollars d'ici 2025. La trajectoire économique, 5 milliards de dollars, a besoin de connaissances pour bâtir cette économie. L'Inde a aussi mis au point une politique nationale d'éducation ambitieuse qui met l'accent sur le maintien des filles à l'école, sur l'alphabétisation, la numératie, la formation professionnelle, etc. Au milieu de la pandémie, l'Inde a mis l'accent particulier sur l'éducation et a vu le budget alloué à l'éducation augmenter de 5%, soit 4,8 milliards de dollars. La santé est un des déterminants clés du développement et on intensifie nos efforts pré-pandémie dans ces initiatives. On a envisagé d'avoir une politique de santé compréhensive et pour 2022, on va augmenter tout cela. Un de nos objectifs clés va allouer donc le 70% d'un budget. Pour cette raison, on investit dans la santé des filles et des femmes pour augmenter le dividende démographique. Le gouvernement de l'Inde travaille indéfatigablement pour aborder des questions de cette pandémie et être sûr que les services essentiels servent nos communautés. On essaie de maintenir les services aux filles, aux femmes et aux enfants, et les services critiques sont fournis sans se soucier de leur statut COVID. Nous avons un programme national de planification familiale depuis 1952. Ce programme a évolué depuis et nous avons atteint une stabilisation de la population et nous avons réduit la mortalité infantile de façon significative. Nous abordons des questions de santé psychologique et sexuelle. Ça laisse la liberté aux jeunes donc de rentrer sur le marché du travail, d'augmenter leur épargne et puis de dépenser sur les choses qui peuvent améliorer leur vie quotidienne. Ceci permet aux parents d'offrir une meilleure vie à leurs enfants. L'Inde donc a vu une réduction de tous ces indicateurs de la mortalité pour les enfants comme pour les mères. Les vaccinations pour les enfants permettent une meilleure scolarisation et ceci rend la vaccination plus efficace. L'Inde a un programme de santé publique qui cible 39 millions de femmes enceintes et depuis les années 50, on a vu une réduction impressionnante. On a vu les grossesses des adolescents diminuer et on a un programme à 3 piliers donc pour profiter donc cette démographie pour les enfants survivants et améliorer l'éducation des filles et leur participation. L'éducation des filles va contribuer au développement. Le gouvernement assure une croissance inclusive dans l'innovation, dans les domaines de la santé et de l'éducation pour éliminer l'inéquité. Donc, notre système de santé est la colonne vertébrale dans notre lutte contre le Covid. On a créé des packages d'assurance santé et cette pandémie nous a peut-être obligés donc de combler ces lacunes et on a fait beaucoup de chemin. Dans l'industrie et la société civile, on a été obligés de réévaluer tout afin d'assurer un avenir plus sûr et plus sain. Nous sommes capables aujourd'hui de prendre des actions rapides
est décisive. La coopération globale va être essentielle afin d'atteindre une reprise globale. On veut amener à tous les pays à penser globalement et agir globalement et pour le bien de tous. En Inde, le dividende démographique est important et nous restons unis pour défendre cette cause. Merci beaucoup. Et bien sûr, je vous passe le bonjour de mon gouvernement de l'Inde. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager mes résultats préliminaires de mon étude sur les implications du COVID sur la planification familiale et les grossesses imprévues, involontaires au Malawi, Népal. Les soins de la planning familiale, les peurs donc des personnes de se faire infecter pendant les soins et pendant le confinement, les mesures de confinement, on a identifié des lacunes donc dans les capacités et l'accès au planning familial. Nous avons fait une étude compréhensive pour les filles entre l'âge de 18 et 49 ans et on a utilisé le service Viamo 321 au Malawi, au Népal, Niger et l'Ouganda pour documenter les grossesses involontaires, pour suivre les changements dans l'utilisation des contraceptifs modernes, pour analyser la capacité des femmes d'obtenir leur méthode préférée et pour décrire les barrières à l'accès familial. Notre approche utilisait le service Viamo 321, qui est un service gratuit que les personnes peuvent utiliser, peuvent appeler et pour avoir des renseignements sur un certain nombre de sujets. Notre étude consiste en deux composants. Donc, tout d'abord, on a utilisé une enquête en utilisant Viamo 321 et puis on a fait une enquête de panel. Pour cette enquête, ce sondage, on a rappelé des femmes qui nous disaient qu'elles utilisaient une méthode moderne et celles qui n'utilisent pas cette méthode mais qui ne souhaitent pas tomber enceinte dans les 2 années à venir. Aujourd'hui, je vais vous partager les résultats de l'Ouganda où on a complété notre collecte de données. On est à 10% de notre collecte. Nous avons des résultats très riches. Donc, nos premiers résultats sur des grossesses involontaires parviennent du sondage 321. Voilà, ceci sont des grossesses qui ont lieu après le début de la pandémie, au mois de mars. Donc, le 45% de ces grossesses ont été planifiées. On a demandé à toutes les femmes si cette pandémie a eu un impact ou a freiné donc, leur capacité de tomber enceinte. Et finalement, toutes les raisons ont été liées à la pandémie. Sur la droite de cette diapo, vous allez voir les barres en rouge et il y a aussi les barres vertes, donc peur d'être infecté pendant les soins. Il y a une barre grise pour autres raisons d'accès à la contraception. Le taux de réponse à ce sondage a été 30% ici. On demandait aux femmes ce qu'elles faisaient pour la planification familiale avant la pandémie, au mois de mars. On voit ça sur la gauche. Et sur la droite, on voit la planification familiale, on voit la prévalence, la prépondérance qui s'est vue réduire jusqu'à 15%. Et on voit aussi un grand nombre de femmes qui ne choisissent de rien faire en termes de planification familiale. L'utilisation de méthodes à court terme s'est augmentée, donc les injectables, la pilule et les préservatifs.
Dans la proportion des femmes qui donc avaient leur méthode, nous voyons une augmentation de proportion des femmes donc qui, euh, qui usent une plateforme communautaire. Vous avez également donc des problèmes de fournisseurs et donc vous voyez, il y a donc moins de cas d'infection. Donc, quand on pense à l'autre objectif de notre étude, on voudrait savoir si les utilisatrices qui avaient donc utilisé de nouvelles méthodes, est-ce qu'elles ont pu utiliser obtenir et utiliser leur méthode préférée. Donc, la 82% ont pu obtenir leur méthode préférée, donc les résultats peuvent changer éventuellement, mais en attendant, nous n'avons pas pu obtenir la troisième méthode, c'est les méthodes qui n'étaient pas disponibles. Donc, le premier, donc, les autres résultats, vous aviez donc les utilisatrices de condoms comme de préservatifs comme méthode de contraception. Nous avons demandé à ces femmes si elles voulaient donc obtenir cette méthode depuis le début de la pandémie en mars, et donc elles ont essayé de l'obtenir, mais on voit que 53% ont essayé d'obtenir cette méthode et encore 12% ont voulu obtenir cette méthode mais n'ont pas essayé. La principale raison pour ne pas avoir essayé, c'est donc que pour les objectifs il n'y avait pas de crainte d'infection. Celles qui n'ont pas pu obtenir la méthode, elles n'avaient pas suffisamment d'argent et la méthode n'était pas disponible. Donc, vous voyez ici, donc si vous voyez au fil du temps en Ouganda et dans d'autres pays, les résultats seront donc partagés sur ces diapositives. Nous voyons donc, nous avons organisé des ateliers dans différents pays pour pouvoir donc identifier les ajustements nécessaires à effectuer. Donc, nous avons donc quelques idées préliminaires. Parmi les conclusions que nous avons retirées, nous allons donc continuer à fournir directement pour pouvoir vraiment appuyer les estimations internationales sur les effets de la pandémie. Donc, nous voyons l'augmentation de la prévalence, nous voyons donc la répercussion de la pandémie sur les grossesses non désirées. Et donc, c'était également un temps d'opportunité pour pouvoir innover et donc avoir de nouvelles approches de façon à combler les fossés existants et pouvoir continuer ces efforts au-delà de la pandémie. Donc, nous avons donc également adopté une approche holistique pour pouvoir aborder les problèmes de la chaîne de fourniture et également d'autres défis à relever qui sont associés avec la demande, en particulier les barrières financières qui peuvent exister. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et merci de votre intérêt pour cette présentation. Et donc, vous pouvez suivre pour obtenir les résultats donc officiels. Merci beaucoup Lise pour cette introduction. Maintenant, je vais passer à notre autre étude sur l'autonomisation économique des femmes et les résultats du COVID-19 de la part de PMA. C'est donc notre étude PMA qui a été réalisée. Donc, ça a été réalisé par Annalise et Elisabeth Domerson. Donc, je vais vous donner quelques informations. Ce que nous avons vu, c'est le fait de pouvoir autonomiser les femmes. Ça nous permet donc d'augmenter l'impact économique sur le pays. Les femmes sont un facteur déterminant. Donc, nous avons pu voir donc les différents effets sur le développement. Donc, il nous faut l'éducation, la nutrition des enfants. Avec le COVID-19 que nous avons pu observer, la réponse des gouvernements a permis de prendre des mesures éventuellement pour pouvoir contrôler l'épidémie de COVID-19. Donc, quelles sont les répercussions en matière de prévention sur l'économie et aussi sur les femmes? Ce que nous avons pu voir dans les différents pays, c'est que les conséquences économiques ont été lourdement affectées
Donc, nous avons pu voir que les femmes ont particulièrement souffert. Nous avons également, donc, nous avons vu dans les pays d'Afrique, donc, beaucoup de femmes ont indiqué qu'elles avaient connu des souffrances en raison du Covid-19. Donc, nous avons pu voir dans quelle mesure le Covid-19 a pu affecter les femmes en ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes dans 4 pays du Sub-Sahara. Donc, les autres questions que nous avons conduit des études, nous avons regardé quelles étaient donc les actions adoptées en matière de PMA. Donc, nous avons vu les informations sur les femmes et nous avons conduit également des enquêtes par téléphone. Nous avons obtenu différentes données qui nous ont permis de voir quel était l'impact du Covid-19 à partir du mois de janvier 2020. Donc, et ensuite, nous avons réalisé des interviews par téléphone. Donc, nous avons eu une étude spécifique du Covid-19 que nous avons fait par téléphone avec l'application PMA. Donc, c'était notre étape numéro 1, phase 1. Donc, nous avons eu une représentation nationale que nous avons pu voir sur notre étude du Covid-19. Nous avons également fait un module qui nous a permis de collecter des données. Donc ici, c'était notre étude qui a porté sur environ 500 femmes. Et donc, nous avons pu voir sur cette table où se trouvaient ces femmes. Ces femmes ont rempli des questionnaires. Donc, nous avions 75% des femmes qui ont pu remplir. Et donc, nous avons eu ces femmes qui étaient au Kenya. Nous avons pu faire des estimations. Nous avons mis en place pour que les femmes puissent nous donner leur numéro de téléphone et pouvoir répondre à ces études. Donc ici, nous allons présenter nos méthodes et formes de mesure aujourd'hui pour pouvoir mesurer donc la situation économique des femmes. Nous avons fait des questions que nous pouvons poser aux femmes concernant elles-mêmes ou leurs partenaires. Donc, nous avons pu faire ces questions par téléphone. Les femmes devaient donc répondre. Donc, comment est-ce qu'elles faisaient donc leurs achats? Nous avons eu quelle était la situation des femmes. Donc, quelle était la personne qui, au sein d'un foyer, prenait la décision, si c'était la décision des femmes ou si c'était quelqu'un d'autre qui prenait cette décision. Ici, nous avons eu donc que seules les femmes qui avaient rempli le questionnaire, c'était les femmes qui prenaient les décisions pour pouvoir faire tous les achats nécessaires pour le foyer. Donc, ces études qui ont été collectées pendant la situation du Covid, donc, on voulait savoir si c'était les femmes qui prenaient les décisions dans le foyer ou si quelqu'un d'autre faisait les décisions. Donc, nous avons pu voir quels étaient les modèles que nous avons pu mettre en place et donc quelles étaient les préférences individuelles qui pouvaient exister. Sur cette diapositive, vous pouvez voir les résultats de la dynamique de prise de décision pour le Kenya. Donc, quels étaient l'intérêt? Donc, nous allons nous concentrer maintenant sur les femmes qui prennent les décisions au sein d'un foyer. Donc, vous voyez la barre rose et une barre rouge. Comment est-ce que ces femmes, quelles étaient les possibilités offertes dans cette étude? Donc, ici, nous voyons donc les différents par rapport aux revenus qui existent dans le foyer. Comment est-ce que les décisions étaient prises? Nous avons pu observer que la plupart des femmes ont pu conserver leur pouvoir économique, même au sein de la pandémie, pour pouvoir faire leur prise de décision. Donc, la majorité des femmes que nous avons pu voir
qui était autonomisée, c'était celle qui prenait les décisions. Mais nous avons trouvé que 58% des femmes ont pu garder leur pouvoir de prise de décision au sein du foyer. Mais les femmes qui ont délégué leur pouvoir de prise de décision à quelqu'un d'autre, c'était pour leur partenaire ou peut-être éventuellement une autre personne. Ici, nous voyons les résultats sur la prise de décision au sein d'un foyer et nous avons donc pu voir que c'était donc des résultats qui étaient relativement stables et constants. Donc, l'âge des femmes avait donc elles ont le pouvoir de prendre des décisions. Donc, les femmes les plus jeunes, donc c'était celles qui entre jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans une autre étude, nous avons trouvé qu'il y avait donc l'impact du COVID-19 sur les prises de décision. Nous avons vu que les femmes parfois donnaient leur pouvoir de prise de décision à d'autres. Nous avons donc trouvé que la prise de décision en ce qui concernait les jeunes adultes était vraiment affectée. Et nous avons fait d'autres prises de mesures pour les femmes en ce qui concerne la prise de décision. Donc, merci d'avoir écouté. Et si vous avez des questions à propos des données que nous avons recueillies, vous pouvez donc me joindre. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation dans ce panel sur les impacts de la COVID-19 sur les questions sur le dividende démographique. Donc, en termes de menu, voici le plan. Donc, nous allons présenter une situation qu'on connaît déjà en Afrique, la situation de la COVID-19 en Afrique, les canaux de transmission de cette pandémie avec les ODD. Ensuite, on va voir le cadre théorique que nous avons utilisé pour pouvoir faire le travail. Ensuite, les résultats au niveau des pays de la sous-région, dans les pays africains, en Afrique de l'Ouest, et les prochaines étapes. Pour la pandémie, nous savons que les pays c'est une maladie mondiale, donc une pandémie, et les pays sont affectés de différentes manières. Et ce que nous savons le plus, c'est qu'en Afrique, nous avons l'Afrique du Sud, un certain nombre de pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l'Éthiopie, qui ont eu des impacts beaucoup plus élevés en termes, sur le plan humanitaire, en termes de nombre de décès constatés. Mais toutefois, les impacts économiques que nous allons voir, socio-économiques, sont énormes au niveau du continent africain. Donc, dans la suite, donc, nous allons voir les canaux de transmission. Donc, ces canaux de transmission que vous voyez sont dérivés de la division économique et sociale affaires des Nations Unies, qui montre que la pandémie a un impact sur presque tous les ODD. Donc, ça, c'est le cadre qu'on va emprunter pour pouvoir faire le travail. Et on va y ajouter un cadre théorique maintenant et méthodologique que vous allez voir dans la suite. Le cadre de théorique et méthodologique, nous allons emprunter à la méthode des NTA et aussi, donc on va vous décrire ici la méthodologie rapidement et les sources de données et les différents scénarios que nous avons utilisés. Donc, la méthode des NTA est conçue pour voir tous les transferts, analyser tous les transferts qui se font entre les individus sur le cycle de vie. Donc, il s'agit donc de revenus du travail, de revenus du capital et des transferts reçus qui sont utilisés à consommer, à épargner, à faire d'autres transferts. Donc, de ce cas théorique qui est développé donc, initialement depuis les travaux de Diamond et puis de Samuelson et Modigliani sur le plan théorique,
Donc, on dérive ce qu'on appelle le ratio de soutien économique, qui est le nombre de travailleurs effectifs qui prennent en charge 100 consommateurs. Et de ce ratio de soutien économique, on peut dériver des formes d'analyse qu'on peut avoir au niveau d'un pays, d'une région, etc. Donc, ce cadre que vous voyez ici a été utilisé. Initialement, le cadre de NTA a été utilisé dans le cadre d'un projet communautaire qu'on appelle le SWED, Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend. Donc, qui est un projet qui couvre aujourd'hui plus d'une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest. Donc, initialement, on va dire que nous avons eu la chance de faire des baselines avec le modèle. Nous avons développé un modèle qui permet qu'on appelle le DDMI, Demographic Dividend Monitoring Index, qui permet de savoir quelle est la situation en termes de monitoring, de suivi du dividende démographique dans chaque pays et quels sont les gaps à combler et sur quelle dimension. Donc, c'est ce modèle que vous avez ici, donc, qui est une extension du NTA, donc qui est basé sur 5 dimensions. Donc, nous avons la dépendance économique sur le cycle de vie, la dimension 1, la dimension 2, la qualité de cadre de vie, la dimension 3, les transitions dans la pauvreté, la dimension 4, le développement humain étendu, la dimension 5, les réseaux et territoires. Donc, les pays qui sont considérés les sources de données et les pays considérés. Dans les pays considérés ici, il y a le Bénin au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, dont les résultats ont été compilés. Et les données que nous avons reçues sont des données qui viennent, puisque le CREG intervient au niveau régional. Donc, c'est les données que nous avons eues avec les enquêtes COVID qui ont été faites dans chaque pays, donc, que nous avons traitées, donc, avec les instituts de statistiques. Nous avons des données provenant des départements du plan. Nous avons des données provenant des programmes de riposte contre la COVID qui ont été faits dans le cas du Sénégal, dans tous les autres pays de la région. Nous avons aussi travaillé avec des données des observatoires. Donc, le CREG aussi a participé à mettre en place dans la région aujourd'hui une dizaine d'observatoires du dividende démographique avec qui nous travaillons, qui sont des institutions qui suivent le suivi du dividende démographique dans chaque pays. Et nous avons aussi les données de la Banque mondiale que nous avons utilisées. Donc, ce sont ces données en utilisant ces données et la méthodologie que je vous ai présentée, on a les résultats que vous allez voir. Bon, et avant ces résultats, on a les scénarios. On a 3 scénarios. Donc, qui vous souviennent qu'on a commencé le travail très tôt. Donc, déjà en avril, on avait commencé le travail. On avait à l'époque 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que la COVID, la crise, c'est ce qu'on appelle le scénario optimiste. C'est que la crise allait finir très tôt. Donc, on se disait que si le vaccin est disponible déjà en juin passé, 2020, juillet, bon, la crise serait derrière nous. C'était le scénario optimiste. On avait un scénario médian. On se disait que la crise allait continuer et il y aurait une reprise au 3e trimestre, donc au trimestre 4 de 2020. Et on a le dernier scénario qu'on appelle le scénario pessimiste, c'est que la crise allait durer sur toute l'année 2020. Et la reprise se ferait peut-être en 2021. Donc aujourd'hui, le scénario qui est retenu dans la suite des analyses, c'est le scénario pessimiste. Donc, parce que dans la pratique, on s'est rendu compte que c'est ce scénario qui a été le plus réaliste. Donc, les résultats qu'on va vous présenter sont les résultats du scénario pessimiste. Bien. Donc, ensuite, voici les différentes hypothèses. Donc, les hypothèses sont faites sur les 3 scénarios avec les différents pays pour pouvoir stabiliser ces hypothèses. Donc, on a travaillé avec tous les pays, avec les observatoires du dividende démographique pour stabiliser les différentes hypothèses. Donc, au niveau des pays de la région, donc on appelle
donc les pays que j'ai cités. Donc, voici les résultats que nous avons. Donc, on a vu qu'il y a une dégradation de l'indice, par exemple, de la couverture de la dépendance économique, qui mesure la force de travail au niveau de chaque pays. Donc, ici, au niveau de la région, c'est passé de 42% à 11%. Donc, on a aussi eu une baisse de tous les indicateurs en tout cas, de toutes les dimensions étaient à la baisse. Donc, la qualité de vie a baissé aussi. La pauvreté a eu un choc négatif, donc a baissé avec la maladie. Le développement humain a baissé de 4%. Et par exemple, l'accès aux services sociaux de base a aussi a connu une baisse de 6%. Maintenant, on en vient au cas du Sénégal. Le Sénégal a fait un plan de relance, qu'on appelle un plan de relance de l'économie, donc relance de 1000 milliards de nos CFA. Et c'est ce plan qu'on va essayer d'appréhender ici pour voir avec les impacts sur les différentes dimensions qu'on a revues. Donc, pour le cas du Sénégal spécifiquement, voici ce que nous avons. Donc, nous avons une baisse de la dépendance économique est passée de 37% à 3%. La qualité de vie a baissé de 4%. La dynamique de pauvreté, la pauvreté a augmenté de 3%. Et le développement humain a baissé de 3% et l'accès aux services de base a baissé de 5%. Et maintenant, si on vient, ça c'est au niveau global. Maintenant, on va voir les déclinaisons selon le genre. Donc, ici, voici les indicateurs qui nous montrent d'abord, pour le cas du Sénégal, comment l'indice le revenu de travail a baissé. Donc, nous avons le scénario en noir plein dans le graphique de gauche. En noir plein, vous avez ici ce que je suis en train de montrer là, c'est le revenu de travail sans la crise, en noir plein. Et en noir pointillé, c'est le revenu de travail, la consommation, pardon, par âge sans la crise. Et en vert, vous avez le scénario optimiste. Vous voyez déjà que le revenu de travail a baissé sur le scénario optimiste par rapport au baseline qui est en noir. Et le scénario pessimiste que nous avons retenu, c'est le graphique que vous voyez à droite. Vous voyez qu'en rouge, vous avez le scénario, comment le revenu du travail a baissé sur le cycle de vie au Sénégal. Donc, et comment la consommation aussi a baissé par rapport à la situation de référence qui est toujours en noir. Donc, ce qu'on a observé, c'est que sur le plan du dividende, le ratio de soutien est passé a connu près de une baisse de 3,5% environ et on a perdu environ 2 millions de personnes ont perdu leur emploi, en fait, d'emplois ont été perdus. Maintenant, si on vient sur les questions de genre, donc tout à l'heure, je vous ai présenté le cas du Sénégal au niveau national. Mais ici, la déclinaison du genre montre que initialement, la dépendance des hommes les hommes n'étaient pas dépendants sur le plan du revenu. Donc ici, avec la crise, ils sont passés de 91% à 7%. Et les femmes sont passées, qui étaient dépendantes sur le cycle de vie, et leur situation s'est encore détériorée. Elles sont passées de 3,7% à 0,3%. Donc, les 91,3% et les 3,7% des hommes et des femmes, ici, en bleu clair, c'est les hommes. En bleu clair, ici, c'est les hommes. Et en rose, c'est les femmes. Donc, les 91,3%, c'est le baseline. Et ça, c'est l'impact après la crise. 6,9% chez les hommes, 0,3% chez les femmes sur le revenu de travail. Maintenant, sur la pauvreté, ce qu'on voit, c'est que la pauvreté chez les hommes a augmenté de 4% et chez les femmes de 5%. L'indice global chez les hommes étaient à 49,8% et avec la crise, ils sont passés à 27,8%. Les femmes étaient à 25,9% et avec la crise, elles sont passées à 14,5%. Donc, en termes de gap, voici les gaps que nous voyons. Donc, malgré le plan de relance de 1000 milliards, nous avons vu que
le plan de relance a fait que le déficit de cycle de vie est passé de 6,9 à 47%. La dépendance chez les hommes de 6,9 à 47%, chez les femmes de 0,3% à 2%. Mais il reste toujours un gap à combler malgré le plan de relance de 1 000 milliards que le gouvernement a mis en place. Donc, sur la dépendance du cycle de vie, tout le revenu des emplois, on a perdu beaucoup d'emplois. Donc, il reste 44% toujours chez les hommes à combler, chez les femmes 2% par rapport au revenu de travail des femmes. Et sur les dynamiques de pauvreté, on a vu que la pauvreté des hommes, le plan de relance a permis de combler, mais pas tout. Il reste encore 0,9% chez les hommes à combler sur la pauvreté des hommes et 0,4% sur la pauvreté des femmes. Donc, actuellement, l'analyse se poursuit. Les pays ont demandé d'analyser beaucoup plus le care economy, voire parce que sur les questions de genre, il y a une bonne partie qui n'a pas été prise en compte. Le travail domestique non rémunéré, le travail non rémunéré des femmes n'est pas pris en compte dans toutes ces analyses. Et aussi, dériver, c'est faire des analyses au niveau plus fin pour voir comment il faut faire les plans de relance au niveau local, avoir des indicateurs d'impact au niveau local, donc pour pouvoir faire une intervention plus spécifique. Donc, actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire ici dans le cas du Sénégal. Donc, merci de votre attention. Juste pour commencer, et certaines choses ont été déjà dites ici, dans ce forum. Comme vous le savez tous, l'Afrique a une proportion de cas assez faible de Covid et en question de mort aussi, mais en janvier 2021, l'Afrique compte environ 2,4% de cas confirmés et 2,5% de mortalité confirmée. Mais en termes d'aller au-delà de ces effets, de ces impacts immédiats du Covid-19, on va analyser les implications plus profondes et plus durables et long terme dans le secteur de la santé en particulier, qui est un de nos piliers clés du dividende démographique. Nous avons vu des perturbations dans des services du secteur de la santé qui ont impacté de façon négative la planification familiale et les services de la sexualité et de la reproduction. On a vu la suspension des campagnes de vaccination. On a vu aussi une diversion de ressources pour les allouer à d'autres besoins critiques de soins de santé pour le Covid-19. Nous avons constaté aussi une augmentation de la violence sexiste et des grossesses involontaires et adolescentes. On a constaté ceci dans plusieurs pays du continent. Les conséquences à long terme sur la santé ne sont toujours pas connues, mais un certain nombre de secteurs pourraient être impactés, parmi lesquels donc la santé reproductive et sexuelle, la santé mentale et la nutrition. On a vu que en Afrique, la reprise et la campagne de vaccination sera le plus peut-être retardée. Donc on doit réfléchir sur ces conséquences sur le secteur de la santé à long terme, la santé mentale. Si on regarde l'Afrique du Sud et le Kenya, on constate une augmentation de cas de problèmes de santé mentale et aussi de malnutrition. Donc, l'éducation et la formation ont été massivement perturbées
on regarde les dates et on voit la fermeture des écoles entre le 10 mars 2020 et le 10 novembre 2020. Une bonne partie de l'Afrique a fermé les portes de toutes ces institutions de formation et a pris des mesures de prévention. Environ 5,3 millions d'apprenants risquent de ne pas retourner à l'école. Au mois de novembre 2020, une bonne partie des écoles ont tenté de réouvrir, mais on ne sait toujours pas quelle sera la finalité et comment ça se passera par la suite. On a adopté bien évidemment des stratégies d'atténuation, donc l'apprentissage en ligne, des plateformes de téléconférence. Ceci est difficile pour les communautés rurales par manque d'accès aux plateformes. Ceci met en exergue les inégalités et le désavantage pour les filles pour cet apprentissage en ligne. Donc les curriculums sont transmis à la radio et à la télé. Ces programmes n'ont pas été conçus pour être enseignés de cette façon, mais voilà, on a vu des pertes massives d'emplois et des revenus amoindris, surtout dans les secteurs informels et dans les zones urbaines. On constate des perturbations très significatives. On constate ceci dans l'économie africaine, mais aussi dans toutes les économies sur le globe. On s'attend à une croissance de 1,2% éventuellement, mais on s'attend à une contraction générale et environ 29 millions de personnes vont être confrontées à la pauvreté, peut-être, vu les programmes sociaux faibles. Quelque chose vraiment qu'on a compris de cette situation est que les données et les preuves qu'on a pour formuler des politiques, même si on a beaucoup de données, on a des écarts, on a des lacunes. Et ceci a des implications pour nous, pour mesurer les impacts à long terme. On a constaté aussi une perturbation des routines, de la collecte habituelle et périodique des données pour informer donc des secteurs. Et dans un certain nombre de pays, on ne sait pas en 2021 quelle sera la situation à cet égard. Mais plus positivement, on a vu beaucoup d'innovations, on a adopté de nouvelles approches, par exemple des enquêtes par SMS, des entretiens par téléphone, etc. Juste pour conclure, je pense que voilà, on sait que la pandémie est toujours en train d'évoluer en Afrique et il faut faire un état des lieux sur les impacts négatifs, sur les piliers du dividende démographique et c'est essentiel pour les décideurs. Il est important donc de mettre en œuvre des mesures donc d'atténuement afin d'améliorer les services de santé impactés par le Covid. On doit savoir comment faire retourner les enfants à l'école. Pour un certain nombre de pays, les enfants n'y vont plus depuis à peu près un an.
est encore plus important. Donc, ceux qui ont quitté l'école parviennent des communautés moins avantagées. On va être obligé aussi d'analyser la qualité, d'aborder la question de la qualité. Et là, je vais conclure. Je peux répondre à vos questions. Et merci beaucoup. Hello, I'm Prachi Srivastava. I'll be speaking about the broad implications of education, the global evidence that's emerging just now, and also some recommendations that I've made along with. Bonjour, je m'appelle Prachi Srivastava. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des implications plus larges et les nouvelles données probantes et les recommandations avec UNICEF, l'UNESCO, SFP Argentine, et donc mes recommandations au sommet G20. Donc, même si on a contesté donc certaines choses, on sait que l'éducation est un des piliers pour atteindre donc le dividende démographique. Par rapport à l'éducation, on sait que les perturbations qu'on voit dans l'éducation auront des impacts, des effets au niveau institutionnel et individuel. Qu'est-ce que cela veut dire? On va voir donc les disparités augmenter et on va voir les disparités entre les groupes sociaux et on va les voir s'être aggravées. Donc, l'éducation a une relation bidirectionnelle avec la santé. On voit un risque moindre d'infection par le VIH, une réduction de la mortalité infantile, mortalité féminine et les troubles cognitifs dus à des infections. L'éducation aussi a des externalités positives au niveau sociétal et individuel. Ceci nous amène à une croissance économique et une mobilité sociale. Cela nous amène à des résultats positifs sur la citoyenneté, le revenu et la participation au marché du travail par les femmes. Quelle est l'échelle actuelle mondiale des fermetures d'écoles? Voilà, j'ai obtenu ces données de l'UNESCO. Ces données sont sorties la semaine dernière. Donc, par rapport à la première phase de clôture d'écoles, 190 pays ont fermé les portes de leurs écoles avec 1,6 milliard d'apprenants à la maison. C'est à peu près 90% de la population des apprenants. Mais en termes démographiques, c'est le 95% des enfants en fait. Environ 800 millions d'étudiants sont toujours confrontés à des perturbations importantes. Donc, on voit des fermetures complètes dans 31 pays et dans 48 pays, on a des fermetures à temps partiel ou des horaires réduits. Donc, les écoles ont été complètement fermées pendant 3,5 mois. Et si on regarde donc des fermetures localisées sont prises en compte, cela représente 5,5 mois. Donc, c'est le 2/3 de l'année scolaire en fait. Ça nous fait comprendre ce que cela implique. Quels sont les risques connus de la fermeture des écoles? Si on regarde la littérature sur l'Ebola et la grippe, je cite donc Elston et al. Les situations d'urgence et les situations de conflit de l'UNESCO. On voit une perte d'apprentissage et abandon et des impacts psychosociaux. Donc, lorsque les enfants apprennent à lire et à écrire, mais il y a également des services essentiels qui existent,
Donc, il y a, par exemple, il y a différents services de santé, des services de vaccination éventuellement, et donc également pour des services, différents services de santé psychosociale et développement. Donc, ça n'a pas été seulement une perte d'études, mais il y a également d'autres initiatives qui ont été perdues et affectées. Donc, il s'agit de voir quel était l'impact sur la partie la plus vulnérable donc de cette tranche de population. Donc, il s'agit de savoir quels étaient les besoins des enfants, donc selon les différents pays, et donc il y a des circonstances vulnérables qui ont été affectées par la crise et les conflits. Donc même avant la pandémie, nous savions que 220 millions d'enfants, mais qu'il y avait donc 50% vraiment avaient une importance et dépendaient de nos services. Ici, nous avons différentes études qui ont montré les résultats de la pandémie du COVID-19. La première chose vient des Pays-Bas. Donc, il y a eu un confinement qui était relativement court, de 8 semaines. Et donc, il y avait donc quand même une perte d'éducation pour les enfants. Donc, en ce qui concerne la perte d'apprentissage des élèves, il y a eu, c'était 55% plus important parmi les élèves qui venaient de foyers avec le niveau d'éducation le plus bas. Donc, c'était déjà des enfants qui se trouvaient dans une situation plus vulnérable. Donc, c'était la tranche la plus affectée. Donc, quelque chose, c'était vraiment ce qui vraiment m'a particulièrement frappé, c'était donc les pertes de revenus et donc qui s'est répercuté sur les enfants en termes de perte d'apprentissage. Donc, il y a potentiellement 10,6 trillions de dollars de pertes économiques comme résultat de ces fermetures des écoles. Dans l'année actuelle, donc le revenu brut des pays, il y a eu des pertes d'environ 61%. Et donc, même dans les pays qui avaient les revenus les plus élevés. Donc, c'est beaucoup plus que simplement au niveau individuel, mais il s'agit de voir quelle est la division économique qui peut exister selon les différents pays. Donc, les études ont été donc menées par l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale dans 118 pays. Donc, elles ont couvert 129 pays, et ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y avait donc une perte qui a été vraiment importante dans beaucoup de pays en termes global. Donc, ce sont des études qui ont été documentées. Elles ont donc montré les résultats, les réponses qui ont été obtenues. Donc, je vais terminer. Je vais me concentrer sur les différentes écoles et les recommandations que nous avons pu avoir pour pouvoir analyser cette Oh, absolument. Donc, je voulais simplement souligner, donc, lorsqu'on regarde donc sur le principe qui guide notre politique, c'était le rôle des gouvernements. Donc, c'est très important de voir en matière d'éducation, de financement. Donc, c'est vraiment le problème principal que nous souhaitions aborder. Et donc, si vous voulez voir cette documentation, nous avons ici un lien que vous pouvez consulter. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour cette présentation excellente, maintenant, nous allons pouvoir voir quelles sont les discussions.
qui seront donc modérés par Dr. Donc, notre présentateur n'a pas pu nous joindre ici en direct, donc il ne pourra pas répondre à vos questions, mais si vous voulez soumettre des questions et commentaires aux différents intervenants, vous pouvez le faire donc en utilisant peut-être le chat. Et maintenant, étant donné la taille du groupe, nous ne pouvons pas appeler chaque personne, mais nous allons simplement voir les questions qui étaient soumises par écrit uniquement. Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier tous les présentateurs, les panélistes. Donc, je voudrais remercier pour cette excellente présentation. Je voudrais savoir de votre part, en ce qui concerne les finances, qu'est-ce qui était disponible en ce qui concerne le Covid? Et particulièrement pour le survey de l'Ouganda, pour l'étude de l'Ouganda. Donc, j'ai une question de Caroline. Donc, est-ce que l'éducation a eu des répercussions sur le déclin économique des femmes? Nous voudrions savoir de votre part. Donc, à vous, Caroline, comment est-ce que la prise de décision a changé donc les prises de décision qu'on puisse effectuer pour les femmes? Est-ce que vous pouvez commenter sur les différents facteurs qui ont guidé ces changements? Et donc, quelle est la stratégie qui était mise en place par le gouvernement au Sénégal? Donc, est-ce que vous voulez partager avec nous donc ces idées? Et donc, merci encore à vous tous pour ces excellentes présentations. Vous voudriez peut-être partager avec nous. Donc, si vous pouvez donc nous parler des données que vous avez recueillies de l'expérience de cette pandémie et quels sont les différents agendas qui étaient adoptés dans chaque pays. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les politiques, en gros, qui ont pu être adoptées? Donc, vraiment, je serais très heureux d'avoir un panéliste donc, qui peut, de façon à pouvoir répondre à quelques questions qui ont été posées. Donc, je vais peut-être demander à un de nos panélistes de pouvoir donc avoir un suivi sur la façon dont les présentations étaient effectuées. Donc, Aurélie, la première question qui a deux parties de l'étude, nous avons demandé si la pandémie a vraiment affecté la possibilité des femmes à être enceintes. Donc, ça, pour la première partie de la question, donc nous allons parler de cet aspect économique de la pandémie, la prévalence des contraceptifs pour l'Ouganda, le Bénin. Je crois qu'il y a eu donc notre étude a montré que nous avons donc de la part des représentants nationaux donc il y a un accroissement des femmes qui font appel à nos services, mais d'après l'étude que nous avons faite, nous devons réduire les échantillons aux utilisatrices actuelles. Donc, il y a une prévalence plus grande peut-être de grossesse, mais cette étude c'est pas forcément pour quantifier, mais il faudrait penser comme un système de surveillance pour voir ce qui se passe au niveau de l'État. Et donc, nous avons pu comparer peut-être s'il y a d'autres questions qu'elles on peut répondre. Donc, nous passons à une autre question. Donc, ces deux questions sont vraiment très bonnes. Donc, je crois, nous avons trouvé que l'éducation n'a pas été un facteur important associé avec les femmes qui ont perdu leur capacité à prendre des décisions au niveau de leur foyer. Et donc, tout dépend un peu des pays. En ce qui concerne les revenus des foyers, nous n'avons pas vraiment de paramètres. Donc, nous avons également des estimations sur les pertes de revenus
Donc, ce n'est pas vraiment une question de, nous ne pouvons pas dire que c'est donc qui prend les décisions, si c'est le partenaire ou si c'est la femme. Donc, ce serait intéressant de savoir si les femmes travaillent, si ça a affecté leur capacité à prendre des décisions au sein de leur foyer. Et nous devons demander si avant le Covid, si les femmes travaillaient, si elles travaillaient. Donc, nous avons vu qu'il y avait une variable. Donc, ce n'est pas significatif selon les pays. Donc, c'est vraiment, est-ce que le travail, est-ce que ça a à voir la perte du travail, que les femmes aient perdu leur autonomisation? La deuxième question, donc, d'après les résultats qui nous ont été présentés, lorsque c'est les femmes qui prennent la prise de décision dans les foyers, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe si les décisions sont faites conjointement ou simplement par la femme? Et nous avons pu voir qu'il y avait donc les changements étaient plus réduits relativement d'après la situation économique. Nous avons vu que c'était semblable. Et donc nous avons pensé qu'il était intéressant que les femmes qui travaillaient et donc c'était moins probable qu'elles perdent leur pouvoir de prise de décision si elles continuaient de travailler. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Alain. Merci pour la question posée. Au Sénégal, il y a eu on va dire, on est à notre deuxième plan de relance au Sénégal. Donc, on a pris une première stratégie qu'on a appelée le PRESS, donc le plan de relance économique et sociale, dont nous avons essayé de voir l'impact avec le gouvernement du Sénégal, mais principalement le problème ici, si vous regardez par rapport à notre sujet qui nous concerne, l'impact sur le revenu des femmes, le revenu global et le revenu des femmes, c'est que dans la sous-région, dans la plupart des pays de la sous-région, nous avons un secteur informel qui est très dynamique, où il y a où les femmes ont des emplois beaucoup plus précaires que les hommes. Même si les hommes ont des emplois précaires, les femmes en ont beaucoup plus. Donc, le Sénégal, ici, quand nous prenons la crise, le Sénégal a fait un confinement complet. C'est pas un confinement partiel. On a vraiment bloqué tout le système. Donc, ça veut dire que les marchés, tout le secteur informel était bloqué pendant au moins la phase de confinement. Et ça, c'est ce qui explique qu'on a perdu beaucoup d'emplois. Donc, la stratégie du gouvernement a été de faire un plan de relance avec un aspect social très important, où on a fait la distribution de vivres, on a fait des kits pour souvenir aux familles qui sont vraiment les plus démunies, parce qu'on avait déjà des programmes qui étaient déjà ici en cours, qu'on appelle les bourses de sécurité familiale, donc qui étaient en cours. Donc, on a élargi le champ de ces bourses de sécurité familiale pour pouvoir prendre en charge beaucoup plus de familles qui ont été impactées par la crise. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport au secteur social. Maintenant aussi, il y a eu des critères d'allègement fiscaux qui ont été faits pour le secteur privé. Donc, beaucoup d'entreprises, le gouvernement a demandé de maintenir un certain niveau de salaire et de ne pas remercier les gens, donc disons les travailleurs, mais l'État a dû subvenir en mettant des subventions. Donc, en gros, ce qu'on peut dire ici par rapport aux stratégies, c'est que ce que nous avons vu, c'est que ce plan de relance a permis de maintenir un certain nombre d'entreprises, au moins de garder le statu quo. Même si on ne pouvait pas produire, on pouvait au moins maintenir les gens qui travaillaient dans le secteur privé, qui est encore en train de déclore actuellement. Mais nous avons eu un impact très défavorable parce que le secteur informel a été complètement bloqué sur la période. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette première question.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez répondre à la première question que nous avons partagée avec vous? Oui. Donc, je crois que pour moi, le COVID-19 a eu vraiment beaucoup de répercussions. Donc, pour les mesures que nous avons pu effectuer, donc il a vraiment souligné le besoin de pouvoir collecter des données au niveau du gouvernement. Donc, c'est très important que nous puissions avoir une plateforme pour pouvoir répondre à ce problème. Donc, cette plateforme nous a servi à donc pouvoir particulièrement nous concentrer sur le COVID-19. Donc, les données n'ont pas vraiment été collectées comme il aurait fallu. Donc, nous avons eu également des innovations qui étaient relativement importantes dans la façon de pouvoir collecter des données. Donc, c'est très important en ce qui concerne le dividende démographique. Donc, quelles étaient les applications du confinement? Donc, c'était sur des répercussions sur le dividende démographique. Donc, il y a eu bien entendu un impact négatif et à long terme, surtout en ce qui concerne le développement. Je crois qu'une des questions, quelqu'un a demandé quelles étaient donc les opportunités qui auraient pu surgir. Donc, nous avons pu voir les perturbations qui ont existé. Oui, mais il faut voir qu'il y aura sans doute une relance. Il y aura peut-être plus de marchandises qui seront disponibles et donc nous pourrions remédier aux perturbations qui ont existé. Donc, il y a ce problème des personnes qui abandonnent l'école. Et donc, comment est-ce que ça va se répercuter et affecter toute l'économie? Et donc, quelles seront les implications sur la qualité, les connaissances acquises en raison de cette épidémie? Et donc également pour le développement économique. Donc, quelles seront les répercussions à long terme? Et comment est-ce que nous pouvons résoudre ces problèmes de façon à pouvoir réduire au minimum le dividende démographique? Merci, Bena. Donc, est-ce que vous voulez commenter, donc répondre par exemple? Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, c'est vraiment dommage parce que la question, oui, parce que le problème de l'éducation affecte toute cette génération. Donc, il faudrait donc que le gouvernement puisse réaliser qu'il convient de se focaliser sur le long terme et non pas à court terme. Donc, pour voir quelle sera à long terme une possibilité de relance sociétale. Et donc, nous avons donc des nouvelles qui viennent de la part de différents pays, mais les conséquences sont très négatives. En ce qui concerne les perturbations en matière d'éducation, donc nous voyons également
Nous avons que les donateurs, malheureusement, n'ont pas financé suffisamment l'éducation. Et ça, c'est un problème qui dure déjà depuis 20 ans. Et donc, nous avons différents problèmes qu'il conviendrait de résoudre. Et parmi toutes les présentations, nous avons pu voir le rôle de l'éducation qui est vraiment été souligné. Et donc, j'espère que les progrès réalisés vont se poursuivre. Merci beaucoup à tous nos panélistes pour toutes ces présentations. Et donc, j'espère que nous avons pu répondre à vos questions. Merci pour vos nombreuses questions. Merci à tous. Donc, en ce qui concerne le temps, donc je voudrais demander à Cathy s'il y a d'autres questions. Donc, mais celles qui ont été répondues, je voudrais remercier tous nos panélistes donc, pour leur excellente présentation. Donc, au nom du comité de dividendes démographiques, je voudrais remercier tous les panélistes et tous nos participants pour leur engagement et donc leur participation aux discussions. Nous avons toujours besoin de plus de questions, de plus de temps pour les voir aux questions, mais nous allons donc avoir des contacts avec les panélistes qui sont disponibles, donc peut-être par la voie du chat. Donc, je voudrais que vous puissiez poursuivre ces discussions grâce aux médias sociaux et vous pouvez utiliser le hashtag MCMPDD. Donc, nous voudrions donc remercier tout un chacun pour avoir rejoint ce comité du dividende démographique et j'espère que dans les années à venir, nous allons donc poursuivre nos réunions. Il est clair donc qu'on continue d'avoir des problèmes avec la crise existante, la pandémie du Covid-19. Donc, c'est vraiment, il y a eu une grave perte, donc le dividende démographique s'est aggravé. Donc, je crois que nous avons donc besoin de différents programmes de développement et d'investissement, y compris donc, bien entendu pour la planification familiale. Donc, nous avons eu des problèmes de ressources, des contraintes de ressources, et donc il y a eu vraiment beaucoup de répercussions sur les stratégies que nous avons pu mettre en place pour tous les piliers du dividende. Donc, nous voudrions pouvoir résoudre ces problèmes rapidement, efficacement. Donc, nous avons pu avoir beaucoup de possibilités d'adapter nos politiques. Donc, au Sénégal, en raison de la pandémie, il y a eu, par exemple, des stratégies de relance qui ont été mises en place en Ouganda. Donc, ils ont pu vraiment renforcer donc, les services qui existants et avoir un meilleur accès au foyer. Donc, je voudrais remercier d'avoir pu adapter donc, ces solutions pour pouvoir atténuer les répercussions économiques de cette pandémie. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, qui nous ont rejoints. Donc, regardez la page communautaire de dividende démographique. Voyez notre page, vous pouvez avoir une copie de cette présentation et donc comment contacter nos panélistes. Nous espérons pouvoir, nous sommes impatients de vous revoir de nouveau en personne et nous remercions tout le monde. Merci.
power to be seen across the world. We're not the future, we're the present. Invest in us and you will see the world is changing.